Le soleil se couchait sur la marina privée de Monaco, peignant le ciel de teintes dorées et pourpres, lorsque Marcus Beaumont posa le pied sur le pont de son yacht de 30 mètres. Il ne savait pas encore que dans exactement 17 minutes, une petite fille aux chaussures trouées allait le sauver d'une mort certaine. Mais commençons par le commencement. Marcus Beaumont. Ce nom faisait trembler les salles de conseil d'administration de Paris à New York. À 42 ans, il possédait un empire immobilier évalué à plus de 2 milliards d'euros. Son costume sur mesure coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Sa montre suisse aurait pu nourrir une famille pendant une décennie. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Et pourtant, alors qu'il montait sur son yacht ce soir-là, il se sentait vide. Un vide qu'il refusait d'admettre, même à lui-même. Le yacht s'appelait Destinée. Ironique, n'est-ce pas? Marcus avait prévu une sortie en solitaire, chose rare pour lui. Pas de personnel, pas d'associés, pas de mannequins accrochés à son bras. Juste lui, la mer et peut-être, enfin, un moment de paix. Il avait donné congé à son capitaine et son équipage pour la soirée. Il voulait être seul. Complètement seul. Il ne remarqua pas la petite silhouette qui courait le long du quai, les pieds nus claquant contre le béton humide. Il ne vit pas ses cheveux emmêlés qui volaient derrière elle comme une bannière de tissu déchiré. Il était trop occupé à vérifier les instruments de navigation, à ajuster les voiles électroniques, à s'assurer que tout était parfait. Parce que dans la vie de Marcus Beaumont, tout devait être parfait. Mais la perfection est une illusion. Et Marcus était sur le point de l'apprendre de la manière la plus brutale qui soit. La petite fille s'appelait Léa. Elle avait 9 ans, bien qu'elle en paraisse, c'est à cause de la malnutrition. Elle vivait avec sa mère dans un appartement minuscule à 3 rues de la Marina, un endroit que les touristes ne voyaient jamais, caché derrière les façades brillantes et les boutiques de luxe. Sa mère travaillait 3 emplois pour joindre les deux bouts, et Léa passait ses soirées à errer, cherchant des bouteilles vides à rapporter pour quelques centimes. Ce soir-là, elle courait parce qu'elle avait vu quelque chose. Quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. Sous le yacht de Marcus, là où l'eau sombre léchait la coque blanche immaculée, elle avait vu une traînée. Une traînée d'essence qui brillait comme un arc-en-ciel malade à la surface de l'eau. Et elle avait vu l'étincelle. Une cigarette jetée négligemment par un marin ivre quelques minutes plus tôt, flottant dangereusement près de cette nappe d'essence qui s'étendait lentement. Léa ne comprenait pas grand-chose à la chimie, mais elle savait ce que le feu faisait à l'essence. Elle l'avait vu une fois, quand un réservoir de moto avait explosé dans sa rue. Elle se souvenait des flammes, des cris, de l'odeur de chair brûlée qui avait hanté ses cauchemars pendant des mois. Alors elle courut. Ses pieds nus martelaient le quai. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait sortir de sa poitrine. Les gardiens de sécurité de la marina la virent et crièrent, pensant qu'elle était une vagabonde venue voler. Mais Léa ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Marcus venait de démarrer le moteur. Le ronronnement puissant du yacht emplissait l'air. Il souriait, un sourire rare pour lui, anticipant la liberté de la mer ouverte. Il mit la main sur la manette des gaz, prêt à quitter le port. C'est alors que Léa sauta. Elle sauta du quai vers le yacht, ses petits bras battant l'air, son corps frêle volant au-dessus de l'eau sombre. Elle atterrit lourdement sur le pont arrière, se cognant le genou contre le bois de teck. La douleur explosa dans sa jambe, mais elle se releva immédiatement. Marcus se retourna brusquement, la fureur illuminant son visage. Qui osait monter sur son yacht sans permission? Il vit la petite fille sale, aux vêtements déchirés, du sang coulant de son genou écorché, et sa première pensée fut d'appeler la sécurité. Mais avant qu'il ne puisse parler, Léa cria. « Le feu! L'essence! Vous allez exploser !» Marcus la regarda, incrédule. « Quoi? De quoi tu parles? Descends immédiatement de mon... »« L'essence !» hurla-t-elle, pointant vers l'eau. « Il y a de l'essence dans l'eau et une cigarette. Vous devez éteindre le moteur. Maintenant !» Quelque chose dans son ton, dans la terreur pure de ses yeux noisettes, fit hésiter Marcus. Il se retourna et regarda l'eau. Au début, il ne vit rien. Puis, alors que ses yeux s'ajustaient, il la vit. La traînée irisée. Et là, flottant paresseusement vers elle, la braise rouge vive d'une cigarette. La physique prit le relais dans son cerveau. Essence. Moteur en marche. Étincelle. Explosion. Il n'avait pas le temps de réfléchir. Il plongea vers le panneau de contrôle et coupa le moteur. Le ronronnement s'arrêta. Le silence qui suivit était assourdissant. Pendant un moment,
Rien ne se passa. Marcus et Léa se tenaient là, haletants, regardant la cigarette dériver de plus en plus près de la nappe d'essence. Le temps semblait ralentir. Marcus pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. Puis, comme si le destin lui-même retenait son souffle, un petit vent se leva. Juste assez pour souffler la cigarette loin de la nappe d'essence, l'éteignant dans l'eau sombre. Marcus sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'assit lourdement sur le banc de pont, la réalité de ce qui venait presque de se passer le frappant comme un coup de poing. Si elle n'était pas venue, si elle n'avait pas crié, il aurait accéléré. Le moteur aurait créé une étincelle, et tout aurait explosé. Lui, le yacht, tout. Il leva les yeux vers la petite fille. Elle se tenait là, tremblante maintenant que l'adrénaline se dissipait, du sang coulant toujours de son genou. Ses yeux étaient énormes dans son petit visage sale. « Comment tu savais ?» demanda-t-il doucement. Léa haussa les épaules, soudain timide. « J'ai vu l'essence dans l'eau. Et la cigarette. Ma maman dit toujours qu'il ne faut jamais mélanger l'essence et le feu. » Marcus la regarda vraiment pour la première fois. Ses vêtements étaient en lambeaux. Ses pieds étaient couverts de coupures et de bleus. Elle était si maigre qu'il pouvait voir ses côtes à travers son t-shirt fin. Et pourtant, elle avait risqué sa vie pour sauver un étranger. « Tu es blessé, » dit-il, indiquant son genou ensanglanté. Léa baissa les yeux. « Ce n'est rien. Je devrais y aller. Les gardes vont être en colère. »« Attends, » dit Marcus, se levant rapidement. « Ne pars pas. Laisse-moi au moins soigner ton genou. » Il disparut dans la cabine et revint avec une trousse de premiers soins. Avec des mains qui tremblaient légèrement, quelque chose qui ne lui était jamais arrivé en salle de conseil, il nettoya la blessure de Léa et appliqua un pansement. Elle ne broncha pas, même quand l'antiseptique dut piquer. « Tu es courageuse, » dit-il. « Non, » répondit Léa simplement. « J'avais peur. Mais vous alliez mourir. » Ces mots simples, prononcés par un enfant de 9 ans, transpercèrent quelque chose en Marcus. Quand avait-il, pour la dernière fois, fait quelque chose par pure bonté, sans arrière-pensée, sans calcul? « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Léa. »« Léa. » Il testa le nom sur sa langue. « Je suis Marcus. Et je te dois ma vie. » Léa secoua la tête. « Vous ne me devez rien. Je ne pouvais pas vous laisser exploser. »« Pourquoi pas ?» La question sortit avant qu'il ne puisse la retenir. « Tu ne me connais pas. Je suis un étranger. Et tu as risqué ta vie. » Léa le regarda avec ses yeux trop vieux pour son âge. « Ma maman dit qu'on doit toujours aider les gens quand on peut. Parce qu'on ne sait jamais quand on aura besoin d'aide nous-mêmes. » La sagesse simple de ces mots frappa Marcus comme une gifle. Combien de fois avait-il vu quelqu'un avoir besoin d'aide et était passé à côté? Combien de fois avait-il ignoré les sans-abri dans la rue, les employés en difficulté dans ses entreprises, les gens qui n'étaient simplement pas assez importants pour mériter son attention? « Où habites-tu, Léa ?» Elle pointa vaguement vers la ville. « Là-bas, rue Grimaldi. »« Et ta famille ?»« Juste maman et moi. Papa est parti quand j'étais bébé. Maman travaille beaucoup. » Marcus regarda autour de lui, son yacht de plusieurs millions d'euros, ses vêtements qui coûtaient plus cher qu'un salaire mensuel, sa vie de luxe insensée et se sentit soudain profondément hanté. « Est-ce que tu as mangé ce soir ?» Léa secoua la tête. « Maman rentre tard. Je mangerai quand elle rentrera. »« Viens, » dit Marcus, tendant la main. « Laisse-moi au moins te nourrir. C'est le moins que je puisse faire. » Ils descendirent dans la cuisine du yacht, une merveille de technologie moderne avec des appareils en acier inoxydable et des comptoirs en marbre. Léa regardait autour d'elle avec des yeux écarquillés, touchant à peine les surfaces brillantes, comme si elle avait peur de les salir. Marcus ouvrit le réfrigérateur rempli de mets délicats préparés par son chef privé et réalisa qu'il ne savait même pas comment préparer un repas simple. Il avait passé 20 ans à bâtir un empire, mais il ne savait pas faire cuire un œuf. Finalement, il sortit du jambon, du fromage, du pain frais, des fruits. Il prépara un sandwich maladroit et le tendit à Léa. Elle le prit avec révérence, comme si c'était le plus grand trésor du monde, et mangea lentement, savourant chaque bouchée. En la regardant manger, quelque chose se brisa en Marcus. Ou peut-être que quelque chose se répara. Il ne savait plus. « Léa, » dit-il doucement, « pourquoi tu étais près de la marina ce soir ?» Elle avala sa bouchée. « Je cherchais des bouteilles. On peut les rapporter au magasin pour 10 centimes chacune. Si j'en trouve assez,
Je peux acheter du pain pour maman. 10 centimes. Marcus dépensait plus en une minute qu'elle n'en gagnait en une semaine. La disproportion était obscène. Et tu vas à l'école? Oui. Son visage s'illumina. J'adore l'école. Ma maîtresse dit que je suis doué en mathématiques. Elle dit que je pourrais peut-être avoir une bourse un jour pour aller au lycée. Tu aimes les mathématiques? J'aime comprendre comment les choses marchent. Elle sourit timidement. C'est idiot, non? Non, dit Marcus fermement. Ce n'est pas idiot du tout. C'est brillant. Ils parlèrent pendant 1 heure. Marcus apprit que Léa rêvait de devenir ingénieure, qu'elle lisait tous les livres qu'elle pouvait emprunter à la bibliothèque, qu'elle aidait sa mère à faire le ménage dans les immeubles pour gagner quelques euros supplémentaires. Elle parlait de sa vie avec une dignité simple qui faisait honte à Marcus. Et quelque chose changea en lui. Pour la première fois depuis des années, depuis qu'il avait commencé à grimper l'échelle de la richesse et du pouvoir, il se sentit vraiment vivant, vraiment humain. Finalement, il dit, « Je dois te ramener chez toi. Ta mère va s'inquiéter. » Ils quittèrent le yacht ensemble. Marcus appela son chauffeur, qui arriva dans une Bentley noire qui brillait sous les lampadaires. Léa monta à l'arrière avec des yeux ronds comme des soucoupes. L'adresse qu'elle donna les mena dans un quartier que Marcus n'avait jamais visité, bien qu'il soit à moins de 2 kilomètres de la marina. Les rues étaient sombres, les immeubles délabrés. Des ordures s'amoncelaient dans les coins. C'était un monde différent du sien, un monde qu'il avait ignoré toute sa vie. Ils s'arrêtèrent devant un immeuble gris et décrépit. Léa ouvrit la portière, puis se retourna. « Merci pour le sandwich, monsieur Marcus. »« Attends, » dit Marcus. Il sortit son portefeuille et en tira plusieurs billets. « Pour ta mère. Pour vous aider. » Léa regarda l'argent, c'était facilement 1 000 euros et secoua la tête. « Non, merci. Nous ne prenons pas la charité. Maman dit qu'on doit gagner notre argent. »« Ce n'est pas de la charité, » insista Marcus. « Tu m'as sauvé la vie, Léa. Ma vie vaut bien plus que ça. S'il te plaît. » Léa hésita, puis prit l'argent avec soin. « Je vais le donner à maman. »« Merci. » Elle descendit de la voiture et courut vers l'immeuble, ses pieds nus claquant sur le trottoir. Marcus la regarda disparaître, sentant quelque chose en lui se déchirer. « Ramenez-moi au yacht, » dit-il à son chauffeur. Mais une fois là-bas, il ne pouvait pas monter à bord. Il resta sur le quai, regardant la tache d'essence qui avait presque coûté sa vie, pensant à la petite fille qu'il avait sauvée. Et il prit une décision. Le lendemain matin, Marcus ne se rendit pas à son bureau. Au lieu de cela, il retourna à l'immeuble gris. Il trouva l'appartement de Léa, un 2 pièces au 3e étage sans ascenseur, et frappa à la porte. Une femme ouvrit. Elle ressemblait à Léa, mais fatiguée, usée par la vie. Ses yeux étaient méfiants. « Puis-je vous aider? Je suis Marcus Beaumont. Votre fille a sauvé ma vie hier soir. » La méfiance se transforma en choc, puis en confusion. « Léa, que voulez-vous dire ?» Marcus expliqua tout. Quand il eut fini, la mère de Léa, elle s'appelait Sophie, avait les larmes aux yeux. Elle ne m'a rien dit. Elle a juste donné l'argent et dit qu'un monsieur gentil le lui avait donné pour avoir ramassé quelque chose qu'il avait perdu. Marcus sourit malgré lui. Même maintenant, Léa protégeait sa mère de l'inquiétude. « Madame Rousseau, » dit Marcus, « j'aimerais faire quelque chose pour vous et Léa. Non pas par charité, mais parce que je vous le dois. Votre fille m'a sauvé, et maintenant je veux vous aider tous les deux. » Ce qui suivit changea tout. Marcus utilisa ses connexions pour trouver à Sophie un emploi bien rémunéré dans l'une de ses entreprises. Il paya l'intégralité des frais de scolarité de Léa dans la meilleure école privée de Monaco. Il leur trouva un appartement décent, dans un quartier sûr. Mais il ne s'arrêta pas là. Marcus créa une fondation. Il l'appela la Fondation Léa, dédiée à aider les enfants défavorisés à réaliser leurs rêves. Il vendit son yacht, il n'en avait plus besoin, et utilisa l'argent pour construire un centre communautaire dans le quartier de Léa, avec une bibliothèque, des salles d'études et des programmes après l'école. Il commença à passer moins de temps dans les conseils d'administration et plus de temps à visiter ses propriétés, à parler aux locataires, à comprendre leurs difficultés. Il réalisa que son empire avait été construit sur le dos de gens comme Sophie et Léa, et il était déterminé à changer cela. Les années passèrent. Léa grandit, nourrie par l'éducation et les opportunités. Elle obtint sa bourse, puis une autre pour l'université. Elle devint ingénieure, comme elle l'avait rêvé.
Et à travers tout cela, Marcus était là. Pas comme un bienfaiteur distant, mais comme un ami, presque comme un oncle. Marcus changea aussi. L'homme froid et calculateur qui était monté sur ce yacht il y a tant d'années avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus chaud, plus humain. Il souriait plus. Il dormait mieux. Il avait découvert quelque chose que tout son argent n'avait jamais pu lui acheter, un but. 10 ans après cette nuit sur le quai, Marcus se tenait dans un auditorium bondé. Léa, maintenant une jeune femme de 19 ans, montait sur scène pour recevoir un prix d'excellence en ingénierie. Elle portait une robe simple mais élégante. Ses cheveux, autrefois emmêlés, étaient coiffés avec soin. Mais ses yeux sages et compatissants n'avaient pas changé. Quand elle prit le microphone, elle chercha Marcus dans la foule. Leurs regards se croisèrent, et elle sourit. « On m'a demandé de parler de mon parcours. » commença-t-elle. « Mais je ne peux pas parler de mon parcours sans parler de la nuit où j'ai couru sur un quai pour sauver un étranger. » Elle raconta l'histoire. L'audience était suspendue à ses lèvres. « Cette nuit-là, continua-t-elle, j'ai appris que sauver une vie ne signifie pas toujours arrêter une explosion. Parfois, ça signifie montrer à quelqu'un qu'il y a plus dans la vie que l'argent et le pouvoir. Parfois, ça signifie leur rappeler qu'ils sont humains. Monsieur Beaumont pense que je lui ai sauvé la vie cette nuit-là. Mais la vérité, c'est qu'on s'est sauvés mutuellement. Il m'a donné un avenir. Et je lui ai donné un but. » Marcus sentit les larmes couler sur ses joues. Il ne s'en souciait plus. Laissez-les voir. Laissez-les voir ce que l'humanité vraie ressemblait. Après la cérémonie, ils marchèrent ensemble le long du même quai où tout avait commencé. La marina n'avait pas changé, toujours aussi brillante, toujours aussi somptueuse. Mais eux avaient changé. « Tu sais, » dit Marcus, « je pense souvent à cette nuit. À ce qui se serait passé si tu n'étais pas venu. » « Ne pense pas à ça, » dit Léa doucement. « Mais je le fais. Parce que je réalise maintenant que j'étais déjà en train de mourir, bien avant cette cigarette. Je mourais à l'intérieur, étouffé par l'argent et le vide. Tu m'as sauvé de plus qu'une explosion, Léa. Tu m'as sauvé de moi-même. » Léa prit sa main, cette petite main qui avait autrefois été sale et écorchée, maintenant forte et sûre. « Alors, nous sommes quittes, » dit-elle avec un sourire. Ils restèrent là, regardant l'eau sombre, deux vies entrelacées par un moment de bravoure et de compassion. Et Marcus sut, avec une certitude absolue, qu'il était l'homme le plus riche du monde. Pas à cause de son argent, mais à cause de cela, de ce moment, de cette amitié, de cette leucième. Parfois, le salut vient d'où on l'attend le moins. Parfois, c'est une petite fille aux pieds nus qui nous montre ce qui compte vraiment. Et parfois, quand nous pensons avoir tout perdu, nous découvrons que nous venons juste de tout trouver. La vraie richesse ne se mesure pas en yacht ou en euros. Elle se mesure en vie touchée, en différences faites, en cœur changé. Marcus Beaumont avait appris cette leçon de la manière la plus improbable. Et il n'échangerait cette leçon pour rien au monde. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie, partagez-la. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé que la bonté existe encore, que les miracles se produisent, que nous pouvons tous faire la différence. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui inspirent, qui transforment, qui rappellent que l'humanité, dans toute sa beauté imparfaite, est toujours là, attendant d'être redécouverte. Parce qu'au final, nous sommes tous juste à une rencontre, un moment, un acte de bravoure d'être changés pour toujours.